Ces dernières années, vous avez certainement vu passer pas mal d'adaptations de mangas populaires des années 80 et 90. Que ce soit à la télé, au cinéma ou sur Netflix, on en voit de plus en plus. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur un auteur qui a laissé une vraie empreinte dans l'industrie du manga et dans l'imaginaire collectif en France. C'est l'auteur de classiques comme Katsai ou City Hunter. Aujourd'hui, on va plonger dans le parcours du grand Tsukasa Ojo. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer la vidéo, je voulais vous dire un grand merci parce que grâce à vous, la chaîne vient de passer le cap des 1000 abonnés et ça fait trop plaisir. Spécial dédicace à BSA et à Ishak, les gars vous êtes grave des bons, je vous vois depuis le début, vous me donnez grave de la force et ça fait vraiment très plaisir. Aujourd'hui, on s'attaque encore à une légende. Entre City Hunter et Katsai qui ont été remis au goût du jour il y a pas longtemps, je pense que cette vidéo sur Tsukasa Ojo, elle tombe à pic. Comme d'habitude, je compte sur vous pour vous abonner, pour liker et pour commenter et sans plus tarder, on est parti. Tsukasa Ojo, il est né le 5 mars 1959 à Kokura, dans la préfecture de Fukuoka au Japon. Il est issu d'une famille modeste avec un père employé dans le bâtiment et une mère au foyer. Dès l'enfance, il va trouver un refuge dans le dessin, notamment parce qu'il est assez chétif, étant né prématurément. Contrairement à son frère qui aime reproduire des personnages d'anime connus, Tsukasa Ojo, il préfère directement créer ses propres univers. D'ailleurs, c'est plutôt rare parce que quand on commence le dessin, en général, on reproduit des dessins qu'on voit. Quand on est débutant, c'est toujours plus difficile de retranscrire les idées qu'on a dans la tête. Il lit des mangas, mais il est surtout happé par la télé. Ça n'empêche pas de dessiner des petits mangas dès la primaire, et il se souvient notamment de son premier essai basé sur Ultra Q, un tokusatsu des années 60. Malheureusement, il va se manger des sales remarques par son professeur de l'époque, et ça va mettre un frein à son enthousiasme. Il va commencer à se refermer un peu, et se tourner vers les romans et le cinéma. Le cinéma c'est un peu cher, donc il peut y aller qu'une fois par mois. Par contre, il regarde tout ce qui passe à la télé. Parmi ses premières influences, il cite le film Les Fleurs du Soleil qui l'a marqué, et qui raconte l'histoire d'une femme qui se rend en Russie pour retrouver son mari disparu au front. C'est un film sorti en 1970, et c'est pas vraiment une œuvre pour les enfants. Ça démontre déjà une maturité précoce chez Ojo. Globalement, il sera très influencé par le cinéma européen et la culture occidentale en général. Dans un registre beaucoup plus léger et de son âge, il est aussi très marqué par Tom et Jerry. Ce qu'il aime, c'est les courses-poursuites folles et la facilité à comprendre le scénario sans dialogue. Ce qui va le remettre un peu dans le manga, c'est un pote à lui qui veut devenir lui-même mangaka. À ce moment-là, il est encore au collège. Il va demander l'aide d'Ojo sur le manga qu'il veut soumettre au concours Tezuka. Ça va le chauffer et finalement il va aussi travailler sur son propre manga qui sera inspiré du livre Koe no Ami de Shinichi Oshii. C'est un auteur de nouvelles de science-fiction et de romans policiers qui est aussi un ami d'Osamu Tezuka. Ojo, il va pas aller au bout de ce projet, mais il va rester en contact avec son pote, même s'ils vont dans des lycées différents. Mine de rien, ça l'a quand même remis dans le manga. Et il va s'inscrire à un club dès son entrée au lycée de Shinsukan. C'est un lycée technique où il étudie le dessin. Avec 3 autres camarades, ils vont créer un fanzine qui s'appelle MOW. M-O-W. Ça va être une période plutôt prolifique puisqu'il va y publier plusieurs petites œuvres et participer à des concours. Le truc c'est qu'il se projette pas encore de devenir mangaka. Il sait que le rythme il est super chaud et il sait pas s'il va assumer. En parallèle, il continue de dévorer des romans et des films. À la fin du lycée, il va malheureusement vivre un drame. Son père y décède. Ça va l'obliger à être assez pragmatique tout en continuant à rêver. Il va intégrer l'université de Kyushu Sangyo pour étudier l'art, mais il va être obligé de prendre plusieurs petits boulots pour financer ses études. Son objectif c'est de travailler dans le cinéma, et même s'il continue de bosser sur des mangas par-ci par-là, il se projette toujours pas de devenir mangaka. D'ailleurs, avec ses amis de Mo, il est plutôt en train de travailler sur un animé. Ce qui va changer la donne, c'est quand il va apprendre que le prix Tezuka, il offre au vainqueur 1 million d'yens, ce qui représente environ 6000 €. Mais pour l'époque, c'était énorme. À partir de là, ça va devenir son objectif. Fini les petits boulots, fini la galère, ça lui permettrait de respirer un grand coup et de financer ses projets. Il va alors reprendre une histoire qu'il avait démarrée au lycée, dans son fanzine Mo, et qui s'appelle Space Angel. Il va retravailler l'histoire, retoucher les dessins, et finalement il va l'envoyer au Weekly Shonen Jump qui abrite le concours Tezuka. Quand il l'envoie, il y croit à moitié, mais il se dit qu'il faut qu'il tente le coup. Et surprise, il va remporter le 2e prix. Il débloque alors 200 000 yens. Mais vous savez quoi? Il est toujours pas convaincu de devenir mangaka. Le mec est vraiment sceptique. Alors avec cet argent, il va s'acheter une caméra 8 mm et des pellicules pour poursuivre ses rêves de cinéma. Après cette victoire, il a invité tout frais payé à Tokyo pour célébrer son prix. Là-bas, il va rencontrer Nobuhiko Orie, un éditeur de Weekly Shonen Jump, qui a repéré tout son potentiel et qui va insister pour l'embaucher. Tsukasa Ojo, lui, il veut vraiment bosser dans le cinéma et l'animation. Mais il se dit que ça peut faire un billet en plus. Donc il va accepter la proposition, mais continuer ses études en parallèle. Contrairement à la plupart des mangaka, il va pas devenir assistant, mais lâcher son premier one-shot directement. Ce one-shot, c'est Orewa Otokoda, qui se traduit par Je suis un homme, et qui sera publié en 1980. C'est son tout premier manga professionnel. C'est une comédie qui se déroule dans un lycée où des garçons d'un pensionnat traditionnel et des filles d'un internat occidental doivent cohabiter, et ça va donner lieu à des quiproquos humoristiques.
Il va alors enchaîner avec un deuxième one-shot, Third Deka, qu'il finira de justesse grâce à l'aide de ses potes mangaka parce qu'il était tombé malade et que son éditeur voulait pas lui accorder de délai. Après ce deuxième one-shot qui s'est fait de manière un peu galère, il refuse de faire d'autres mangas. En fait, comme il le craignait dès le départ, le rythme il est super chaud et il préfère se concentrer sur son diplôme et ses rêves d'animation. Mais vous allez voir que cette vocation de mangaka, elle va le poursuivre jusqu'au bout. Une fois diplômé, Tsukasa Ojo il continue de dessiner des mangas, mais il se contente de faire des one-shots. C'est un format avec lequel il est à l'aise et ça lui prend pas trop la tête. En 1981, Nobuhiko Horie, l'éditeur qui lui avait donné sa chance, il va le rappeler et lui proposer de développer une série à partir de la troisième œuvre qu'il avait envoyée. Ojo il comprend pas vraiment ce qui se passe, mais c'est une opportunité en or. En fait, Horie, sans le prévenir, il avait soumis le troisième one-shot au comité éditorial du Shonen Jump et le manga il a été accepté. Quand il l'appelle, Horie il lui annonce que son appartement à Tokyo il est déjà prêt et que son salaire il est déjà négocié. Ojo il peut pas refuser une opportunité pareille. Et 2 jours après, il bouge pour Tokyo. Cette œuvre qui lui a permis de rentrer par la grande porte, c'est le chapitre pilote de Katsai. Dans Katsai, on suit 3 sœurs, Hitomi, Rui et Ai, qui sont propriétaires d'un café le jour et cambrioleuses la nuit. Le nom de code de leur trio, c'est Katsai. Et en fait, elles volent des œuvres d'art qui ont appartenu à leur père disparu dans le but de trouver des indices pour le retrouver. C'est publié dans le Weekly Shonen Jump dès 1981 et ça va avoir un succès immédiat auprès des lecteurs. Le scénario il est plutôt original pour l'époque, avec une série qui mélange de manière équilibrée action, humour, romance et mystère. Entre la double vie des gentilles voleuses et la romance entre Hitomi et Toshio, ça va séduire aussi bien les filles que les garçons. Dans ce début des années 80, ça va être un des titres phares avec Dr Slump ou Captain Tsubasa. Le manga il est publié entre 1981 et 1985 et il sera compilé en 18 volumes. Étant donné son gros succès avec 20 millions d'exemplaires vendus, il va être adapté en animé dès 1983, dirigé par Kenji Kodama, qui sera plus tard le réalisateur derrière l'adaptation de City Hunter ou encore de Détective Conan. Il y aura plusieurs autres adaptations les années suivantes, comme un téléfilm en 1988, un film en 1997 et même une pièce de théâtre en 2012. Il n'y a pas longtemps, en 2024, il y a aussi eu une adaptation française sous forme de série télé et diffusée sur TF1. Bon, ça a été un peu remixé pour le public français, mais je vous laisse vous faire votre propre avis. Ceux qui me connaissent un peu savent que les live action c'est vraiment pas mon truc, donc je vais pas m'exprimer pour éviter d'envoyer des missiles gratuitement. Avec le succès de Katsai, Tsukasa Ojo il devient clairement identifié dans le paysage manga. Et grâce à l'anime, son œuvre elle va se populariser jusqu'en Europe, puisque ça arrive en France dès 1986. Enfin avec Katsai, c'est aussi devenu un des rares auteurs du Shonen Jump à mettre en une du magazine des personnages féminins. À l'époque, c'était pas aussi évident. Paradoxalement, il va plutôt mal vivre ce succès. Déjà, après le passage du manga en animé, le rythme de travail il va s'accélérer. Tout ce qu'il voulait éviter. Rappelez-vous qu'à la base, il voulait pas devenir mangaka, notamment à cause du rythme trop soutenu. Ensuite, il se dit frustré de ne pas pouvoir mener son récit comme il le veut, et il a conscience de son manque d'expérience. En fait, des années plus tard, il dira que s'il devait le refaire, il changerait tout. Il trouve que son histoire elle est trop simpliste, et il modifierait aussi bien les personnages, l'intrigue que le déroulement du récit. En fait, ce serait plus du tout la même œuvre. Malgré sa frustration avec Katsai, il a pris en expérience, il s'est fait un nom, et il va enchaîner avec une œuvre qui va être son grand classique, et qui va le faire basculer dans une autre dimension. En parallèle de Katsai, Ojo il va ébaucher plusieurs histoires courtes dont une histoire qui s'appelle XYZ et qui sont les prémices de City Hunter. A la base, c'est une histoire courte de 45 pages qui est basée sur un des personnages de Katsai. Ce personnage qui s'appelle Tezumi, il est léger et facile à faire évoluer dans une histoire. Ça avait beaucoup plu au lecteur qui le voyait comme un personnage un peu teubé et coureur de jupons. Mais son éditeur, lui, il préfère l'action et les histoires de bourrin. Du coup, quand il le reprend en 1985 pour développer City Hunter, l'histoire elle est plus sombre avec un ton plus sérieux. Et le personnage, il est renommé Ryo Saiba. Mais ça plaît pas trop au lecteur, ni à Ojo d'ailleurs, et le manga il peine à décoller. Ojo il va alors se réunir avec son éditeur et ils vont finalement revenir à un truc plus léger en introduisant plus d'humour. C'est là que City Hunter va vraiment décoller. Dans City Hunter, on suit Ryo Saiba, qui est le nom original de Nicky Larson. C'est une espèce de détective privé qui accepte toutes sortes de missions en fonction de ses clients. Sa particularité, c'est qu'il est un peu pervers sur les bords et qu'il est surtout motivé par les jolies filles. Il va alors souvent se retrouver à jouer les gardes du corps et petit à petit, il va dévoiler une personnalité plus complexe et profonde. À chaque enquête, il va affronter des criminels et assassins en tout genre, accompagné par Kaori, sa partenaire, dans un décor du Japon des années 80. C'est un mélange explosif entre action et comédie. Avec ce savant mélange, City Hunter va séduire un public plutôt large, et va rapidement devenir un vrai phénomène et s'écouler à 50 millions d'exemplaires. C'est autant que des classiques comme Senseiya, Cobra ou encore GTO. Avec cette œuvre, Tsukasa Ojo il devient un mangaka ultra populaire et peut s'asseoir à la table des plus grands. Oh, タイトルが違うんだ。あ、ニッキー・ラーセンっていう名前なんだ。あと、あ、声優さんなんか日本の人たちに声似てるなとかそういう感じですね。 Le manga il est prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 85 et 91, puis compilé en 35 volumes.
L'adaptation en animé, elle est diffusée dès 1987, donc 2 ans seulement après sa publication. En France, la série elle est rebaptisée Nicky Larson et elle est diffusée à partir de 1990. Ça devient culte et ça contribue clairement à la popularité de Tsukasa Ojo en Europe. À partir de là, ça devient une vraie franchise qui va avoir un vrai retentissement à l'international. Il y aura plusieurs films d'animation entre 1989 et 2024, dont notamment celui de 2019, Nicky Larson Private Eyes, qui totalise plus de 10 millions de dollars de recettes. Il a été réalisé par Kenji Kodama, qui avait notamment dirigé l'adaptation en animé de Katsai 36 ans plus tôt. D'ailleurs, dans ce film d'animation, les personnages de Katsai y feront une apparition. En plus des films d'animation, il y aura plusieurs live-action entre 1991 et 2024. Par exemple, il y a eu un film hongkongais avec Jackie Chan en 1993, mais qui s'éloigne pas mal du manga. En France, on aura le droit aussi à une version en 2018, intitulée Nicky Larson et le parfum de Cupidon, réalisée par Philippe Lachaud. Ça sortira le même jour que le film d'animation Nicky Larson Private Eyes au Japon. Pour le coup, cette version de Philippe Lachaud, elle est validée par Tsukasa Ojo lui-même. Il dira à ce sujet « J'ai reçu beaucoup d'offres pour adapter City Hunter au cinéma, et la plupart des scénarios que je recevais étaient assez plats. Beaucoup de scénarios de films d'action qui n'avaient pas forcément compris le propos. Et dans le scénario de Philippe, il y avait de tout. Du drame, du rire, des trucs un peu coquins. Il avait pris en compte la globalité de l'œuvre. Comme quoi en France, on est capable de faire des adaptations qui tiennent la route. Personnellement, je vais pas m'exprimer sur le sujet, je sais que je me répète, mais les live action, j'ai vraiment beaucoup de mal. Quoi qu'il en soit, avec toutes ces adaptations, l'œuvre de Tsukasa Ojo, elle s'est exportée partout dans le monde. Et ça fait de lui l'un des mangaka les plus populaires de sa génération. Ojo, il a une relation assez conflictuelle avec la Shueisha. Il a jamais oublié le manque d'empathie de son éditeur quand il était tombé malade pour son deuxième one-shot, et ça lui avait confirmé ses craintes par rapport au métier de mangaka et à la pression dans cette industrie. Même s'il s'est laissé embarquer dans l'aventure avec Katsai, il est toujours resté un peu méfiant, d'autant plus après les divergences éditoriales pour City Hunter. Après cet énorme succès, ils vont lui coller l'étiquette du mangaka qui dessine des trucs d'action avec des jolies filles, ce qui lui plaît pas du tout. Surtout qu'il y a certains critiques qui lui reprochent de dépeindre des tableaux sexistes. Lui se défend en mettant plutôt en avant l'aspect moderne et indépendant de ses personnages. Cerise sur le gâteau, City Hunter va être arrêté assez brutalement, et ça va obliger Ojo à bâcler la fin, ce qui va créer encore plus de frustration chez lui. Tout ça mis bout à bout, ça va le pousser à envisager de carrément arrêter sa carrière. Il y a aussi un autre élément important à prendre en compte. En 1991, quand City Hunter est arrêté, Ojo il a 32 ans, et même s'il a beaucoup de succès, mine de rien, il y a une partie de sa jeunesse qui s'est envolée sans qu'il s'en rende compte. Il est rentré dans le Jump limite en tant qu'adolescent, et il se retrouve adulte assez rapidement, tout ça accéléré par la mort de son père qu'il avait déjà responsabilisé assez tôt. D'ailleurs, s'il porte des lunettes de soleil, c'est pour le vieillir. Maintenant qu'il a une certaine notoriété, qu'il a acquis de l'expérience, il veut montrer toute l'étendue de son talent et sa sensibilité aux relations humaines. Il veut pas être cantonné à l'image du mangaka qui fait des trucs un peu légers et sans profondeur. Il a 2 doigts de bouger, mais la Shueisha veut pas le perdre, et donc ils vont le retenir en lui laissant plus de liberté. C'est pour ça qu'à partir des années 90, il va changer de DA et il va devenir de plus en plus indépendant. Après avoir conclu City Hunter en 1991, Tsukasa Ojo il entame une nouvelle phase de sa carrière. Libéré de la pression de la publication hebdomadaire, il explore des styles plus intimistes et variés. C'est dans ce contexte qu'il publie en 1993 Sous un rayon de soleil dans le Weekly Shonen Jump. Contrairement à ses œuvres précédentes, ce manga en 2 volumes s'éloigne de l'action et de l'humour pour adopter une approche plus poétique et fantastique. L'histoire elle suit Takuya, un jeune professeur d'art qui croise la route d'Ai, une fillette mystérieuse dotée d'un pouvoir singulier lié à la lumière. Cette rencontre elle bouleverse sa perception du monde et l'amène à protéger Ai de ceux qui cherchent à exploiter son don. Sous un rayon de soleil, c'est très différent de l'univers urbain de City Hunter. Ici, Ojo y privilégie une ambiance contemplative, des décors lumineux et une narration qui joue sur l'émotion et la subtilité. Ce manga méconnu du grand public prouve que Ojo il excelle aussi dans les récits introspectifs et fantastiques. C'est souvent éclipsé par ses œuvres phares, mais Sous un rayon de soleil, c'est une perle rare dans la bibliographie de Ojo. Ça témoigne de sa volonté d'explorer de nouvelles facettes du manga et il veut montrer qu'il peut transmettre des émotions profondes à travers ses dessins. C'est vraiment une œuvre à redécouvrir pour ceux qui apprécient les histoires délicates et pleines de poésie. Pour ceux que ça intéresse, l'œuvre elle est dispo en français, d'abord publiée par Tonkam, puis par Ki-hoon depuis 2013. Après Sous un rayon de soleil, Tsukasa Ojo poursuit son exploration de nouvelles thématiques avec Rash, publié entre 1994 et 1995. C'est encore une courte série en un volume qui s'éloigne du schéma action-comédie pour adopter une approche plus introspective et émotionnelle. Rash met en scène Yuki Asaka, une jeune femme médecin dotée d'un talent exceptionnel pour la médecine légale et la chirurgie. Aux côtés de son collègue et ami Ryo Saeba, donc gros clin d'œil à City Hunter, elle se retrouve mêlée à des affaires complexes mêlant drame humain et enquête. Mais au-delà des cas médicaux, le manga explore aussi les dilemmes moraux et personnels des protagonistes. Cette œuvre elle illustre parfaitement la volonté de Ojo de sortir de sa zone de confort et d'aborder des récits plus humains et mélodramatiques.
Là où City Hunter misait sur l'action et l'humour, Rush propose une ambiance plus posée, mettant en avant les émotions et la psychologie des personnages. Malgré sa brièveté, Rush témoigne du talent narratif et graphique de Hojo, prouvant qu'il peut exceller dans des genres variés. En expérimentant avec des thèmes comme la médecine et la justice, il montre son envie de raconter des histoires plus matures et nuancées. Bien que moins connu que ses autres œuvres, Rush c'est une lecture précieuse pour tous ceux qui veulent découvrir une autre facette de l'artiste. Pareil que pour Sous un rayon de soleil, c'est dispo d'abord chez Tonkam, puis chez Ki-hoon à partir de 2014. En 1996, Tsukasa Hojo y fait un retour marquant avec Family Compo, une comédie dramatique publiée jusqu'en 2000 et compilée en 14 volumes. Dans cette œuvre, il aborde un sujet encore tabou à l'époque, l'identité de genre et les dynamiques familiales atypiques. Comme quoi, il était vraiment très ouvert d'esprit et en avance sur son temps. L'histoire, elle suit Masahiko Giba, un jeune homme orphelin recueilli par son oncle Sora et sa tante Yukari Wakanae. Rapidement, il découvre que cette famille, elle cache une particularité unique. Yukari, sa tante, elle est née homme, et Sora, son oncle, il est né femme. Ce renversement des rôles traditionnels crée un cadre où les notions de genre et de famille sont explorées avec humour et bienveillance. Une fois de plus, Hojo, il est là où on l'attend pas. Un des seuls artistes de l'époque à aborder un sujet aussi tendu, c'était Rumiko Takahashi avec Ranma 1/2. Avec Family Compo, il déconstruit les préjugés et il propose une réflexion sur l'acceptation de soi et des autres. C'est dispo en français chez Tonkam, puis chez Panini Manga à partir de 2010. Donc voilà, pendant ces 10 années, Hojo il va envoyer des œuvres un peu plus confidentielles et montrer toute l'étendue de son talent. Il a atteint une vraie maturité dans le dessin et niveau scénario, il a pu aller au bout de ses idées. J'ai pas passé tout en revue, mais il a envoyé plusieurs one-shots qu'il a compilés dans des recueils comme Le Cadeau de l'Ange, Le Temps des Cerisiers ou La Mélodie de Jenny. À partir des années 2000, il va démarrer un nouvel arc de sa carrière où il va acquérir encore plus d'autonomie et d'indépendance. Au tournant des années 2000, Tsukasa Hojo y franchit une étape décisive dans sa carrière. Après toutes ses frustrations avec la Shueisha, il se pose des questions sur son avenir dans l'industrie du manga. Il veut encore plus de liberté pour développer ses histoires et s'éloigner du rythme éprouvant des publications hebdomadaires. C'est dans ce contexte qu'il s'associe à Nobuhiko Horie, son ancien éditeur chez Shonen Jump, pour une initiative ambitieuse, la création d'une maison d'édition indépendante. C'est en 2000 qu'il va sauter le pas, aux côtés de Tetsuo Hara, l'auteur de Hokuto no Ken, et Akira Kamiya, un seiyuu, c'est-à-dire un doubleur, qui a notamment bossé sur DBZ, Détective Conan ou encore City Hunter. Avec eux, il cofonde Coamix, sa propre société d'édition. Avec cette société, il va lancer le Weekly Comic Bunch en 2001, un magazine qui offre aux mangaka un espace créatif moins contraignant que les grandes maisons d'édition traditionnelles. Grâce à Coamix, il obtient une liberté artistique totale. Il peut expérimenter de nouveaux styles narratifs et travailler à son rythme sans la pression éditoriale des gros du secteur. En plus de ça, la structure elle évolue pour devenir North Star Pictures qui gère l'ensemble de son œuvre et lui accorde un droit de regard sur toutes les adaptations de ses mangas. Cette indépendance elle marque un tournant majeur dans l'industrie du manga. Hojo il fait partie de la première génération de mangaka à s'émanciper des éditeurs traditionnels et à reprendre le contrôle sur leur création. Ce choix audacieux lui permet d'explorer des récits plus personnels, notamment avec Angel Heart qui réinterprète l'univers de City Hunter sous un angle plus mature et introspectif. En 2001 dans le Comic Bunch, Tsukasa Hojo il sort sa nouvelle série majeure, Angel Heart. Dans ce manga, il retourne dans l'univers de City Hunter, mais sous une forme inédite. C'est pas une suite, mais plutôt une réalité alternative où il peut réinventer librement son récit, un peu une sorte de métaverse. Lui, il qualifie Angel Heart comme un spin-off. Dans Angel Heart, on retrouve Ryo Saiba, mais sous un jour différent. Il est plus âgé, marqué par les épreuves du passé et confronté à des dilemmes plus profonds. L'histoire elle prend un ton plus sombre et émotionnel et introduit un nouveau personnage central, Xiang Ying. Elle est surnommée Glass Heart et c'est une jeune tueuse d'élite originaire de Taïwan. Après une tentative de suicide, elle est sauvée grâce à une transplantation cardiaque. Mais ce cœur qu'on lui greffe, c'est celui de Kaori, l'ancienne partenaire et amour de Ryo, tragiquement disparue dans cette réalité alternative. Ce point de départ, il donne à Angel Heart une atmosphère à la fois poignante et introspective. Hojo, il y aborde des thèmes profonds comme la rédemption, la famille et la quête d'identité. Au fil des chapitres, Ryo il prend Xiang Ying sous son aile et l'accueille comme sa fille spirituelle et il va tisser un lien inédit avec elle, forgé par la mémoire de Kaori. Ce spin-off, il conserve l'ADN du City Hunter original, mais avec une touche plus introspective. Angel Heart s'est publié de 2001 à 2010 dans le Weekly Comic Bunch, puis compilé en 32 volumes. Il y aura une suite intitulée Angel Heart Second Season qui sera publiée de 2010 à 2017 dans le mensuel Comic Zenon, également édité par Coamix. Le manga il divise un peu les fans de City Hunter qui n'aiment pas trop cette approche de l'histoire. Malgré tout, c'est un beau succès puisque ça va s'écouler à 25 millions d'exemplaires. Pour vous donner une idée, c'est autant que des œuvres classiques comme Ashita no Joe ou des œuvres plus récentes comme Blue Exorcist ou Assassination Classroom. Il y aura plusieurs adaptations. D'abord une série animée de 50 épisodes diffusée entre 2005 et 2006 au Japon, puis un drama en 2015. En parallèle, la maison d'édition Coamix elle continue de se développer. Tsukasa Hojo c'est plus juste un mangaka à succès, mais un acteur clé de l'industrie. Avec Coamix, il lancera par exemple le concours international Silent Manga Audition,
pour repérer de nouveaux talents et dans lequel il sera aussi juré. Parmi les mangas qui sont issus de Koamix, il y a Valkyrie Apocalypse que vous avez sans doute découvert sur Netflix. Avec Angel Heart, Tsukasa Ojo il réussit à renouveler sa carrière en s'adressant à une nouvelle génération de lecteurs tout en consolidant son influence dans le monde du manga. Son double rôle d'auteur et de cofondateur de Koamix illustre son importance dans l'industrie. Ce qui est ouf, c'est qu'il arrive à refaire un succès avec un spin-off. En général, quand on a lâché un classique, c'est très difficile de le réexploiter. Bah lui, il y arrive. Le plus kiffant dans tout ça, c'est qu'il a gagné une totale indépendance avec Koamix. C'est un vrai accomplissement pour lui, qui avait peur de s'enfermer dans un rythme de publication infernal. Tsukasa Ojo, c'est un maître incontesté du trait précis et élégant. Son style visuel, il est très reconnaissable et il témoigne d'une grande maîtrise qu'il a acquis au fil des années. Dès ses premières œuvres, il impose un dessin propre et détaillé. L'un des éléments les plus frappants de son travail, c'est le design de ses personnages. Ils ont des silhouettes élégantes et des visages expressifs, avec des grands yeux vifs qui rappellent le manga des années 80, mais qui conservent une intemporalité qui les rend toujours captivants aujourd'hui. Mais ce qui distingue encore plus Ojo, c'est l'attention minutieuse qu'il porte aux détails vestimentaires et aux coiffures de ses personnages. Chaque tenue, chaque coupe de cheveux est soigneusement pensée pour refléter l'époque et ajouter du réalisme à ses récits. Au-delà du trait, c'est la mise en scène qui impressionne. N'oubliez pas que c'était un grand fan de cinéma. C'est pour ça qu'il alterne avec brio des séquences ultra dynamiques et des poses statiques pleines de tension. Il s'inspire du cinéma dans sa mise en page et son cadrage. Il joue avec les angles et les perspectives pour renforcer l'émotion d'une scène. Comme il le dit lui-même, un simple changement d'angle peut rendre une scène amusante ou triste. C'est cette approche visuelle qui fait de ses mangas des œuvres à la fois stylisées et profondément immersives. Ojo, c'est aussi un maître du mélange des genres. Il jongle habilement entre action, comédie, romance et drame, et crée des ambiances riches et variées qui captivent les lecteurs du début à la fin. Son talent y réside dans sa capacité à alterner les tons sans jamais briser l'unité du récit. City Hunter c'en est un exemple parfait. Il passe en un instant d'un humour burlesque à des confrontations intenses. Ce jeu d'équilibre entre légèreté et gravité, c'est devenu une véritable signature et ça donne à ses histoires une profondeur émotionnelle particulière. Ses personnages y sont aussi très marquants. Ojo il excelle à créer des héros charismatiques et nuancés. Ryo Saeba c'en est un exemple parfait. C'est à la fois un obsédé comique et un combattant redoutable. Pareil pour ses héroïnes, comme les sœurs de Katsai ou Kaori dans City Hunter, qui sont fortes, indépendantes et dotées d'une réelle complexité psychologique. La loyauté, l'amour et la famille, c'est des thèmes qui reviennent souvent dans son œuvre. Et il construit ses récits avec un sens du rythme aiguisé. Il sait ralentir l'action pour faire monter la tension, puis l'accélérer à un moment clé. Grâce à cette maîtrise du storytelling, Ojo il a influencé de nombreux mangaka après lui. Ses histoires elles offrent plusieurs niveaux de lecture, entre divertissement et réflexion sur les relations humaines, ce qui explique la longévité et l'impact durable de son œuvre. Malgré sa grande notoriété, Tsukasa Ojo ça reste une personnalité discrète. Il est marié et père d'une fille et il préfère mener une vie tranquille, loin des projecteurs, sauf lorsqu'il participe à des événements officiels. Dans le milieu du manga, il est entouré de plusieurs amis proches, comme par exemple Tetsuo Hara, le co-créateur de Ken le Survivant. C'est une amitié de longue date et ils ont un vrai respect mutuel. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait toujours kiffer de voir autant de respect entre des légendes. Ojo il est également très apprécié de ses anciens assistants et collègues qui louent son humilité et sa bienveillance. L'impact de Tsukasa Ojo sur l'industrie du manga et la pop culture, elle est immense. Ses œuvres emblématiques, elles ont marqué plusieurs générations. C'est carrément devenu des références incontournables du manga d'action-comédie des années 80. Le succès de ces séries, c'est pas limité au Japon. Elles ont joué un rôle clé dans la popularisation du manga à l'international, notamment en Europe. En France, City Hunter, c'est devenu un véritable phénomène de société, au point que le personnage de Ryo Saeba, ou Nicky Larson, il est aussi célèbre que certaines icônes de la bande dessinée occidentale. L'impact de Ojo, il s'arrête pas aux mangas et aux animés. Comme on a vu, ses créations, elles ont été adaptées à de nombreuses reprises, sous différents formats. Et plus récemment, en 2023, il y a même eu un crossover intitulé Lupin 3 vs Katsai, pour célébrer les 40 ans de Katsai. Plus de 40 ans après ses débuts, l'héritage de Ojo, il est toujours vivant, prouvant que ses créations, elles font désormais partie de l'imaginaire collectif mondial. Ojo, il a marqué l'industrie du manga non seulement par ses œuvres, mais aussi par son influence sur les générations suivantes. Son habileté à mélanger action et humour a inspiré de nombreux auteurs, notamment dans le shonen et le seinen, où l'on retrouve souvent cet équilibre entre combat et comédie. City Hunter en particulier a laissé une empreinte chez plusieurs mangaka qui ont tenté de reproduire cette dynamique. Parmi ceux qui ont directement bénéficié de son savoir-faire, on compte par exemple Takehiko Inoue, le célèbre auteur de Slam Dunk et Vagabond. D'ailleurs, la vidéo sur son parcours est dispo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez plus d'infos. Avant de devenir une référence du manga, Inoue il a travaillé comme assistant de Ojo pendant la réalisation de City Hunter. Inoue à son tour, il a influencé toute une nouvelle vague d'auteurs et on peut dire qu'il a contribué à l'héritage de Ojo. Ojo, il entretient également une longue amitié avec Tetsuo Hara, le co-créateur de Ken le Survivant, avec qui il a fondé Koamix, comme on a vu dans la vidéo. Cette collaboration, elle illustre
montrent leur engagement commun à soutenir et à renouveler l'industrie du manga en créant de nouvelles structures indépendantes. Hojo, il n'hésite pas non plus à participer à des projets collectifs. Il a notamment conçu le personnage de Reina pour le film Hokuto no Ken la légende en 2007. Cette contribution, elle montre à quel point il est reconnu et respecté parmi les plus grands noms du manga. L'héritage de Tsukasa Hojo, il dépasse largement le cadre du manga. Ces personnages, qu'il s'agisse de Hitomi Kisugi ou Ryo Saiba, sont devenus de véritables icônes et son style narratif unique, mêlant action, humour et émotion, a influencé de nombreux mangaka. Hojo n'est pas seulement un créateur talentueux, mais aussi un acteur clé de l'industrie du manga, que ce soit par son travail d'éditeur, son mentorat ou la préservation de ses œuvres à travers des rééditions et adaptations modernes. L'impact de City Hunter, Katsai ou Family Compo continue de se faire sentir aujourd'hui. Grâce aux rééditions, aux nouvelles générations de lecteurs et aux multiples adaptations, ces histoires elles conservent une portée universelle. Hojo, c'est une figure incontournable qui a su évoluer tout en restant fidèle à son art et son influence traverse les décennies sans faiblir. Son parcours est fascinant, de son enfance à Kyushu où il passait son temps à dessiner, à son statut de mangaka légendaire célébré à l'international. Il a connu la rigueur des publications hebdomadaires, les succès colossaux, mais aussi la volonté d'explorer de nouvelles voies avec Angel Heart ou Family Compo. En retraçant sa carrière, on comprend à quel point cet artiste a marqué le manga. Son histoire, faite de travail acharné et d'une passion inébranlable, continue d'inspirer et de captiver des millions de lecteurs à travers le monde. Voilà pour Tsukasa Hojo, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci à tous ceux qui donnent de la force, grâce à vous la chaîne elle grandit de jour en jour et ça fait super plaisir. Je fais au mieux pour vous servir du contenu de qualité, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker. Et sur ce je vous dis à la prochaine.